François, dès son retour de la Terre Sainte, a abordé l'un des sujets tabous et sensibles de l'Église universelle, la pédophilie. Le pape promet des sanctions sévères dans l'avenir contre tout le prêtre et religieux coupable de cet acte. Antenna, le journal, Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette grande édition reçoit pour vous monsieur André Kiomba, qui est vice-président de la Commission africaine pour la supervision des élections, CAS en sigle. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Exactement. D'abord, l'actualité, vous le savez, la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié lundi 26 mai 2014 les calendriers électoraux pour les locales, municipales et urbaines. Le cycle annoncé va du 14 juin 2015 jusqu'au 15 octobre 2015. Sylvie Fortuné-Mboula nous présente ici les enjeux et les moments forts de cette annonce par la Commission électorale nationale indépendante. Le décor est planté pour les processus électoraux en République démocratique du Congo avec la publication du calendrier des élections urbaines, municipales et locales. Ces cycles électoraux s'ouvrent le 10 juin 2014 avec l'accréditation des observateurs à long terme et se clôturent le 5 novembre 2015 par l'investiture des maires et maires adjoints. D'abord, du 10 décembre 2014 au 18 janvier 2015 avec la convocation de l'électorat et dépôt des candidatures au niveau des bureaux des réceptions et traitement des candidatures aux élections des conseillers des communes et des secteurs ou chefferies. Et l'annonce pour les résultats de ces élections aura lieu le 30 juin 2015. Ensuite, du 5 au 18 juillet 2015, la réception et traitement des candidatures des conseillers urbains, des maires, des bourgmestres et de chefs de secteur. Les bourgmestres seront investis le 20 septembre 2015, suivis de conseillers urbains et des maires et maires adjoints le 5 novembre 2015. Ces élections locales sont d'autant importantes qu'elles auront pour objectif de remettre les processus électoraux à l'ordre. Car depuis le cycle électoral de 2006, le pays n'avait jamais organisé des élections à la base. Voilà ce qui vient de remettre les pendules à l'heure, d'autant plus que même dans la nouvelle résolution 2147 du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'on stipule clairement que les élections sont une priorité en RDC et doivent être libres, justes, pacifiques, crédibles, transparentes et démocratiques. Après justement la publication du calendrier électoral pour les scrutins local, municipal et urbain par la CENI, la Ligue des électeurs estime que ces calendriers risquent de déranger les élections législatives nationales prévues en principe en 2016, puisque jusque-là, aucune loi électorale n'a été examinée ni non plus votée au niveau du Parlement. Suivez ces commentaires de Paulin Kalamba sur les images de Damien Maungu. Pour la Ligue des électeurs, la publication du calendrier électoral pour les élections locales est une bonne nouvelle. Cependant, ce calendrier risque d'endommager le programme des échéances de 2016 du fait qu'aucune loi n'a été votée au Parlement pour les dites élections. Nous saluons la publication du calendrier, mais nous sommes très inquiets, justement par rapport au fait que, du moins pour l'instant, nous n'avons pas encore de loi qui organise ces élections dont le calendrier est publié. Nous espérons que le Parlement va pouvoir l'adopter le plus rapidement possible et que la loi va être promulguée. Ensuite, vous vous rendez bien compte que la CENI, préalablement à ce calendrier, avait publié une feuille de route. Maintenant, elle publie quand même un calendrier sur une portion des élections qui étaient prévues dans cette feuille de route. C'est pour vous dire que pour la CENI, dans l'entendement de la CENI, l'organisation des élections locales, municipales et urbaines est une décision. Et donc, ce n'était pas une question soumise à travers le cadre de concertation aux différents échanges des parties prenantes aux élections. Les élections provinciales et municipales sont prévues l'année prochaine au mois de... Alors, M. Kiomba, vous qui êtes au niveau de la Commission africaine pour la supervision des élections, nous voulons avoir votre réaction par rapport à la publication hier du calendrier électoral. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, tous les membres qui constituent notre plateforme et des organisations de la société civile. Nous avons dû évaluer et analyser les calendriers publiés par la CNU il y a 24 heures passées. Chez nous, notre plateforme a relevé le point fort,
les avantages ainsi que les leçons à tirer dans ces calendriers. Justement, quels sont les points forts de ces calendriers publiés hier par la CENI? Le point fort que nous avons relevé dans ces calendriers, nous avons trouvé que la Commission électorale nationale est indépendante. Son calendrier ne va pas au-delà des élections qui soient prévues par la Constitution. Nous avons trouvé que ces calendriers publiés par la CENI prévoient l'audit du fichier électoral qui, à l'époque, était un sujet tabou de l'ancienne CENI. Et il s'adresse à tous les partis engagés du processus de s'en approprier. Et la CENI dut avoir budgétisé toutes les élections, voire même celle de 2016. Et ces calendriers a dû rompre les silences longtemps observés par les acteurs politiques qui jusque-là ne savent pas l'option à prendre pour ce qui est de l'organisation des élections provinciales à venir. Alors, on prend d'abord les avis de la population, parce que nos reporters sont allés sur le terrain glaner leurs avis et considérations quant à la publication hier du calendrier électoral par la CENI. Lisette Manou et Damien Maoumou. Je pense que la CENI, comme institution, n'aspire pas confiance, d'autant plus qu'il est dirigé par ce monsieur Abbé Apollinaire. Nous pensons qu'il serait mieux, il était favorable, je crois, qu'on puisse changer ce monsieur, parce que nous avons en tout cas vécu beaucoup d'histoires avec ce monsieur. Avec puis son remplaçant, nous pensons que les indépendants de la CENI pouvaient faire mieux, que ce calendrier soit fait par la CENI aujourd'hui pour que nous soyons informés de cela. Est-ce que ce monsieur ne va pas dérober? Tout ça, c'est un problème qu'il faut se poser. Nous pensons aussi que ce n'est qu'un calendrier bidon. Il n'y a pas d'éthique, c'est un monsieur qui dérobe chaque fois ce qu'il dit. Il fait en même temps le contraire de ce qu'il fait comme le calendrier. Il a fait un autre calendrier l'autre fois. Il n'a pas respecté. La CENI, c'est une institution, un collectif où se trouvent représentés tous les acteurs. À la CENI, il y a les PPRD, l'IDPS, l'Église catholique, la société civile, il y a tout le monde. Je pense que c'est à nous, nos membres de l'opposition, de nous dire ce que Malumalu fait d'illégal au sein de la CENI. Comme ça, nous saurons qu'est-ce qu'il faut faire. Comment accuser Malumalu? Aujourd'hui, nous accusons Malumalu incrédule, on n'a pas confiance en lui sur base de quoi? En 2006, qu'est-ce qu'il a fait de mal que nos représentants de l'opposition qui étaient à la CENI ne nous ont pas dit? Ils n'ont pas dit ça pourquoi? Moi, je pense que nous devons lui faire confiance. Nous devons faire confiance à la CENI. La CENI n'est pas Malumalu. C'est une grande institution, c'est une grande société où il y a tout le monde. Et tout le monde doit nous dire ce que fait l'autre, ce que fait tout le monde pour que nous sachions à quel niveau chacun d'eux a failli, à quel niveau Malumalu a failli. Si Malumalu sera encore plus malhonnête qu'autrefois, c'est à nos représentants de nous le dire par rapport aux pratiques contraires à la loi. Monsieur Kyumba, vous venez de suivre les avis des Congolais. Vous sentez qu'il y a quand même un réel problème de la confiance. Alors vous, au niveau de CAS, Commission africaine de la supervision des élections, vous faites quoi pour recréer la confiance en vue de permettre à tout le monde de reprendre encore goût pour participer aux élections? Monsieur le journaliste, je crois que notre collègue vient de donner les éléments clés. Au sein de cette institution, Commission électorale nationale indépendante, nous, Commission africaine pour la supervision des élections, nous saluons d'abord le leadership de ce membre du bureau et de la plénière,
pour leur détermination et clairvoyance dans la planification des activités. Nous vous rassurons que ce bureau a déjà manifesté le point positif qui garantit la transparence. Il y a une journée ouverte à la CENI, une semaine ouverte à la CENI, où l'on a demandé à tous les acteurs impliqués d'aller visiter et comprendre réellement les opérations qui sont en cours, telles que la fiabilisation du fichier électoral et l'opération des cartographies opérationnelles, comment d'abord ça se passe. Et nous tous, nous sommes allés là-bas, nous nous sommes dit, mais c'est superbe. Et nous ne sommes plus au temps où nous devons mener les combats contre les individus non plus. Nous sommes arrivés au point où nous devons beaucoup plus lutter contre les systèmes. Le système qui fut autrefois n'est pas celle que nous avons aujourd'hui. Je vous rassure, nous, Commission africaine pour la supervision des élections, nous allons nous engager à informer la population suffisamment par rapport aux opérations qui sont en train d'être entreprises, ainsi que la transparence des élections à venir qui soient en train d'être préparées par cette administration électorale. Alors, je voudrais savoir, qu'est fait le CAS ou votre ONG au niveau, par exemple, du Congo profond, parce que les élections intéressent tous les Congolais. Si ceux de Kinshasa ont pu avoir la latitude de venir visiter, par exemple, les installations de la CENI, qu'est-ce que vous faites au niveau de l'intérieur du pays? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous rassure que notre Commission africaine pour la supervision des élections est représentée sur toute la province de la RDC, et nous sommes même dans des territoires où, tel que vous êtes là pour y accéder, vous avez beaucoup plus de difficultés. Du moment qu'on est en train d'échanger avec vous, je crois que l'information est en train de passer dans l'arrière-pays, et nos collègues sont en train de relayer le message de sorte que notre population puisse se prendre, soit informée, puisse s'approprier du processus électoral, afin que demain ou après-demain, que la population puisse faire les choix de son élu, qui puisse vivre avec lui au quotidien. De ces dirigeants, vous voulez dire. Alors, à la Cour pénale internationale CPI, sachez que la Chambre chargée de l'affaire Jean-Pierre Bemba a fixé depuis hier 26 mai 2014 les calendriers pour la suite de la procédure, et notamment la date pour les plaidoiries finales prévues à partir du 13 octobre 2014. La Chambre a entre autres ordonné à la défense de Jean-Pierre Bemba de déposer son mémoire de clôture le 25 août 2004, en même temps qu'il l'ait demandé au procureur, Madame Bensouda, de déposer une éventuelle réponse au mémo de la défense au plus tard le 8 septembre 2014. Autre actualité, les femmes, toutes tendances confondues, ont décidé d'apporter leur contribution lundi 26 mai 2014 en termes d'un mémorandum qui a été transmis à la communauté internationale par le biais de Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Congo. Et ces femmes fustigent la barbarie et la méthode utilisée lors des expulsions des ex-Zaïrois à Brazzaville par les autorités du Congo d'en face. Laïn Boufandoumbungu sous les images de Blaise Lunda. Vous avez prévenu que vous n'aviez pas beaucoup de... Toucher à une femme, c'est toucher à l'âme même de la société, dixit un proverbe africain cité par le questeur de l'Assemblée nationale Élisée Mounemboué. Ayant compris cet adage, les femmes congolaises de toutes les tendances sont montées au créneau pour fustiger à travers un mémorandum la barbarie avec laquelle s'est poursuivie l'expulsion des ressortissants de la RDC de Brazzaville. Le questeur de l'Assemblée nationale a expliqué que cette démarche consiste aussi à dénoncer des méthodes utilisées lors des expulsions des Congolais en violation des droits de l'homme, mais aussi des viols et violences sexuelles sur les femmes et filles de la RDC. Les images que nous allons vous distribuer pour voir l'atrocité de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Nous savons et reconnaissons l'engagement de la communauté internationale. Et nous sommes là pour que nous puissions avoir de votre part la lecture de ce qui se passe. L'émotion a été à son comble. Nous ne savons plus à quel sein se vouer.
choqué par les témoignages des expulsés à Maluku, le patron de la MONUSCO, Martin Kobler, a demandé l'arrêt immédiat des expulsions. Et j'ai demandé l'arrêt immédiatement des expulsions en masse. C'est contraire à la loi internationale, c'est contraire à l'humanité. Les femmes de la République démocratique du Congo demandent aux autorités de prendre toutes les mesures pour que ces crimes ne demeurent pas impunis. Ces femmes ne relâchent pas et continuent à multiplier les contacts pour que cette question soit résolue dans un bref délai. Et comment insérer les exigences du genre dans les constitutions des États de pays de la SADC et promouvoir son approche auprès des institutions publiques de la région? Cette double interrogation s'est trouvée au cœur de la plénière qui a ouvert la deuxième journée du sommet du genre à Johannesburg. Le détail avec notre envoyé spécial sur place, John Ngomboa. À Kopanang Hotel, le sommet du gender suit son bonhomme de chemin. La deuxième journée a démarré sur les chapeaux de roue par une plénière qui évaluait à mi-parcours du sommet la mise en application du protocole sur le genre dans la région de la SADC. Les interventions sont plus ou moins interpellatrices dans la mesure où, généralement, les hommes ne veulent rien céder aux femmes. En revanche, il a été aussi épinglé le fait que lorsque cela est possible, les femmes n'accordent pas non plus des crédits à d'autres femmes. La RDC est un cas parmi tant d'autres. Pour les cas de la RDC, il faudrait espérer qu'avec la disposition légale des 30% de représentativité des femmes, les prochaines élections vont accroître leur nombre dans les postes d'autorité. Une situation appréciée par les sommets. La veille, une soirée culturelle a été organisée, une manière de rapprocher davantage les délégations et les cultures. On ne peut que souhaiter bonne chance à Gender Links pour que d'ici 2015, les 50% soient atteints dans la représentation du genre dans tous les domaines. Et Johannesburg, John Ngomboa pour Antenne A. Sachez aussi que suite aux abus constatés dans les processus d'adoption internationale des enfants RD congolais, une mesure portant suspension de toutes opérations liées à l'adoption internationale et aux autorisations des sorties des enfants adoptés était prise le 25 septembre 2013, et ce pour raison d'enquête. Mais force est de rappeler que durant cette période de suspension, 458 dossiers de demande d'adoption étaient en souffrance à la Direction générale de migration DGM. Après examen, informe la Direction générale de migration, 57 dossiers ont satisfait aux exigences de la loi, ce qui signifie que 57 enfants sont autorisés à voyager et les autorisations de sortie leur seront délivrées en bonne et due forme par la DGM, sans préjudice de ce qui précède la mesure de suspension des adoptions internationales prises le 25 septembre 2013 demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre, précise le directeur général de migration, voulais-je dire, François Béat. En santé, défis et opportunités pour la gestion de la transfusion sanguine en Afrique, tel est le thème du symposium organisé sous le haut patronage du ministère de la Santé publique du 27 au 28 mai 2014. L'ouverture a eu lieu au Fleuve Congo Hotel dans la commune de La Gombe. Polydore Ngaziami. C'est pour réfléchir sur les défis de la transfusion sanguine en Afrique que ce symposium se tient. Ces assises ouvertes ce mardi 27 mai au Fleuve Congo Hotel permettront de formuler des recommandations pour le renforcement du système de sécurité transfusionnelle, comme le confirme le ministre de tutelle. La RDC a un défi de pouvoir étendre sa couverture de transfusion sanguine sur l'ensemble du pays avec des méthodes modernes, parce qu'actuellement il y a encore des endroits où on utilise des tests rapides, mais la RDC voudrait faire un bond avec tout ce qui sera fait comme échange ici pour que demain nous puissions être aux standards internationaux. Abondant dans le même sens, le directeur du Centre national de transfusion sanguine s'est félicité de la tenue de ces assises qui confirment l'effectivité de la révolution de la modernité en RDC. Donc pour les pays, c'est plus les échanges qui seront sortis de ce symposium, en tenant compte bien sûr du thème qui sera développé, qui est défis et opportunités sur la gestion de la transfusion sanguine. Donc
En fait, nous attendons de ces échanges pour voir comment capitaliser les expériences des autres pour pouvoir développer, renforcer ou améliorer notre système transfusionnel. Pour rappel, 36 nationalités prennent part à ce forum, l'un des plus grands organisés dans le secteur de la santé en 2014. Sous les hauts patronages du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, il s'est ouvert lundi 26 mai 2014 à l'hôtel Vénus l'atelier régional sur le développement de la riziculture en République démocratique du Congo durant 2 jours, soit du 26 au 27 mai 2014. Les participants à ces assises de Kinshasa ont échangé sur les expériences rizicoles dans certains pays de la région et analysé la situation au niveau national. Africa Mujinga et Hugues Moussanguilay. La contribution au développement des chaînes de valeur rizicoles en République démocratique du Congo, tel est le thème de l'atelier régional sur le développement de la riziculture en RDC. Organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, cette rencontre d'échange d'expériences s'avère importante dans la mesure où elle permettra aux techniciens en la matière de renforcer leurs capacités. Dans le travail que nous avons fait, que nous sommes en train de faire dans les projets riz, a d'abord pour but d'amener le riz dans l'assiette congolais. Et il faut dire que la consommation du riz est en nette croissance dans notre pays. Parce que nous voulons nous inscrire dans le plan du gouvernement qui a déjà validé la stratégie nationale de développement de la riziculture. Nous avons voulu donner des lignes directrices de la relance et de l'évolution du riz dans notre pays. L'atelier régional sur le développement de la riziculture poursuit 3 objectifs majeurs, à savoir l'évaluation de l'état actuel des projets de chaîne de valeur rizicole en Afrique et en RDC, l'identification des contraintes et des opportunités clés et la formation des recommandations pour les décideurs politiques sur le développement durable de chaînes de valeur rizicoles. Ces assises ont comme l'appui logistique et matériel de plusieurs partenaires. Il s'agit notamment de CFC, USAID, Ministère néerlandais des Affaires étrangères, Fondation Bralima, Ecor, Winrock International, Africa Rice Center, Batid et le programme national du riz. Parlons livres maintenant. Les rayons de bibliothèque de Kinshasa viennent d'être enrichis d'un nouveau roman intitulé Ebamba Kinshasa Makambo. Cet ouvrage de 92 pages a été publié aux éditions Mabiki. Son auteur Richard Ali, il traite des faits sociaux qui touchent les quotidiens des Kinois. Nous allons y revenir demain avec images et commentaires, mais sachez aussi que les livres riment avec l'éducation. Et au chapitre scolaire, il se constate généralement un relâchement dans le chef des finalistes des humanités après l'épreuve de dissertation et avant le déroulement proprement dit des épreuves de l'examen d'État. Certains élèves finalistes deviennent, hélas, irréguliers au cours. Popol Ziakiaou, Polydore, Gaziame. C'est un phénomène étonnant constaté dans plusieurs écoles de Kinshasa. Les élèves finalistes des humanités n'assistent plus aux cours, une fois passées les épreuves hors session de l'examen d'État. Christophe Mampaka, préfet des études au lycée Mamadi Nkenda, lance son cri d'alarme. Dans beaucoup d'écoles, après la dissertation, après l'oral de français et les épreuves pratiques, les enfants ne viennent plus à l'école. Ils reviennent à l'école que pour peut-être passer les évaluations internes et venir voir encore l'école à la veille de l'examen d'État, à la veille de la session ordinaire, mais autrement on ne les voit plus à l'école. Certains élèves studieux ont aussi exprimé leurs inquiétudes. Comme nous sommes passés aux épreuves de dissertation, de jury, que le programme est fini. Le programme n'est pas fini. Je leur demande de revenir au cours, de continuer le programme. Les élèves finalistes des humanités ont l'obligation de se conformer aux recommandations de leurs établissements. Ils doivent en outre respecter scrupuleusement leurs règlements d'ordre intérieur, car la réussite passe aussi par la discipline et l'obéissance.
En dehors de nos frontières, le pape François Ier a, lors de son retour de Jérusalem, abordé devant la presse dans l'avion la question sensible et demeurait jusqu'ici un tabou au sein de l'Église universelle. Il s'agit de la pédophilie. Le souverain pontife promet d'être très sévère à l'endroit de prêtres et religieux qui se rendraient coupables de ces actes indignes à l'Évangile. Le pape a même promis de dire une messe à l'intention de toutes les victimes de la pédophilie. Dans mon mat. Peut-être une lueur d'espoir pour les 200 lycéennes enlevées au Nigeria par les islamistes de Boko Haram. L'armée affirme avoir localisé l'endroit où elles sont détenues. Pour le moment, elle exclut tout recours à la force. Vatican, tolérance zéro sur la pédophilie. Le pape François a ouvert les sujets sensibles lors de la conférence qu'il a animée dans l'avion des retours au Vatican après son voyage à Jérusalem, la Terre Sainte. France, Jean-François Copé a jeté l'éponge de l'UMP ce 27 mai à Paris. C'est là suite à l'affaire Big Mayon. Sa démission sera effective le 15 juin prochain. Et alors, on va compléter l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaires signés pour vous par Sylvain Kapombo Bosengele. L'actualité reste dominée par la publication du calendrier des élections urbaines, municipales et locales en République démocratique du Congo par la CENI. Ouvrons avec la prospérité qui estime que les spéculations sont désormais finies. 2015, Malou Malou invite les Congolais aux urnes. D'abord, le 14 juin 2015, pour élire les conseillers municipaux, les conseillers des secteurs ainsi que les conseillers des chefferies. Ensuite, viendra en date du 29 août 2015 l'élection des bourgmestres et leurs adjoints, des chefs des chefferies et des chefs des secteurs. Enfin, suivra en date du 15 octobre 2015 l'élection des maires et de leurs adjoints. Cette étape à 3 volets, selon la CENI, coûtera à la RDC la bagatelle somme de 300 millions de dollars américains. La Référence Plus invite les acteurs politiques à bien affûter leurs armes pour affronter les électeurs impatients de se choisir leurs dirigeants locaux en vue d'inaugurer la gestion des proximités. Plutôt que de s'engager dans le schéma contre-productif du boycott ou de préparer à l'avance des contestations électorales stériles. Pour Forum des As, Malou Malou a tenu parole avec la publication de ses calendriers. Les confrères fait savoir que le cycle électoral s'ouvre le 10 juin 2014 avec l'accréditation des observateurs à long terme et se clôture le 5 novembre 2015 par l'investiture des maires et maires adjoints, renseigne le calendrier de la CENI. L'objectif qui pense que la présidentielle de 2016 s'annonce très hypothétique car Malou Malou laisse planer les doutes. Les Calotins a posé des préalables qui devraient précéder la tenue du scrutin. Je cite, 2016 est une année électorale, mais le recensement administratif doit être achevé avant la tenue de la présidentielle. Si le préalable n'est pas résolu, nous serons obligés de solliciter une dérogation auprès du gouvernement. Fin de citation. Hormis le problème des recensements, poursuit les confrères, la CENI devra faire également face à l'épineux problème des financements du cycle électoral estimé à des milliers de dollars américains. Le vice-gouverneur de l'Équateur, Impeto Sébastien, déballé pour sa gestion mitigée, renseigne la vision du peuple. Selon la consoeur, les vice-gouverneurs qui se sont succédés dans cette province seraient à la base de cette mégestion tout en cherchant à se confirmer à la tête de la province. La consoeur cite en exemple les cas José Makila et Baende. Aujourd'hui, Louis Alphonse Koyagialo